Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue en personne et en ligne pour ce midi causerie à la découverte des crypto-monnaies. Je me présente, Cynthia Duclos, je suis professeure à la faculté de droit de l'Université Laval et directrice du laboratoire en droit des services financiers. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement qui est organisé en collaboration avec la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Alors, aujourd'hui, l'objectif de l'événement est vraiment de démocratiser, de vulgariser ce que sont les cryptoactifs et leur encadrement juridique. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire la promotion des cryptoactifs ou encore pour démoniser les cryptoactifs. On est vraiment là pour tenter de comprendre dans les grandes lignes ce que sont les cryptoactifs, comment ils sont créés et comment ils sont distribués. Donc, pour nous accompagner dans cette découverte des cryptoactifs, 3 intervenants avec nous que je vais vous présenter à l'instant. D'abord, Maître Frédéric Saint-Jean, qui est un ancien diplômé de la faculté et qui est un membre du groupe de droit des sociétés et droit commercial au bureau de Fasken à Québec. Sa pratique se concentre particulièrement sur des mandats de nature transactionnelle et il démontre un intérêt particulier pour le secteur des technologies émergentes, d'où sa présence avec nous aujourd'hui. Merci, Frédéric. Je vous présente également Maître Anne-Sophie Godbout, qui est également un membre de l'équipe de droit des sociétés et de droit commercial, ainsi que du secteur des technologies émergentes au bureau de Fasken à Québec. C'est aussi une ancienne diplômée du baccalauréat et de la maîtrise. Alors, Anne-Sophie a rédigé son essai de maîtrise sur la nature juridique du jeton émis par l'entremise de la chaîne de blocs. Et elle l'a fait sous la direction de notre prochaine intervenante, qui est la professeure Charline Bouchard, qui est titulaire ici à la faculté de droit de l'Université Laval, mais qui est aussi titulaire de la charte de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs, qui axe ses activités de recherche, comme le dit son nom, sur la chaîne de blocs et les contrats intelligents. Alors, à vous trois, je vous dis vraiment merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre cet univers. Je vous explique rapidement le déroulement de ce midi causerie. D'abord, j'invite les gens en ligne qui le veulent bien à ouvrir leur caméra. On a la chance de vous voir en ce moment là, grâce là, à l'aménagement de la salle. Alors, n'hésitez pas là, à vous présenter avec nous. Donc, aujourd'hui, moi, je vais être peut-être sur votre tour de parole. Alors, je vais poser des questions à nos intervenants sur 3 principaux aspects. Alors, je vous le disais, on veut découvrir c'est quoi des cryptoactifs. On veut comprendre leur création, comment ça fonctionne, la technologie derrière ces actifs, et on veut comprendre leur distribution et discuter un peu de l'encadrement juridique qui encadre ces actifs. Alors, je poserai ces questions en 3 blocs, mais je vous invite, si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez avoir des précisions, à poser vos questions. Dans la salle, c'est bien simple, vous pouvez lever la main, hein, je vous verrai. En ligne, 2 façons de faire. Vous pouvez lever la main de façon virtuelle. Nous pourrons vous donner la parole et vous pourrez poser votre question. Ou encore, vous pouvez indiquer la question dans l'outil conversation et je pourrai la lire et la poser pour vous. On va faire tout ça dans un délai d'1 heure. Alors, vous aurez compris que le temps est un peu limité. Alors, je serai gardienne du temps et je vais m'assurer que nous puissions passer à travers nos 3 volets. J'ai demandé à nos intervenants d'être brefs et pertinents. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter ce midi causerie en discutant de la nature des cryptoactifs. Alors, ce que je veux poser à mes intervenants, c'est quoi des cryptoactifs? Je sais qu'il y a de la monnaie, il y a des jetons, il y a d'autres formes. Je ne suis pas certaine de comprendre toutes les nuances. J'aimerais les comprendre, puis j'aimerais ça avoir des exemples. J'aimerais aussi comprendre si vous êtes capable de me donner l'utilité de ces actifs-là. À quoi ça sert? Est-ce que ça a des implications dans notre quotidien? Alors, je vous écoute. Parfait. Donc, pour commencer, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous ce midi. Donc, tout d'abord, c'est quoi un cryptoactif? Il faut savoir que la catégorie des cryptoactifs regroupe 2 catégories d'actifs que sont les crypto-monnaies et les jetons. C'est un peu le même produit à la différence que les crypto-monnaies, à la différence des jetons, vont se baser sur leur propre chaîne de blocs. On peut prendre l'exemple le plus connu qui est Bitcoin, qui se base sur sa propre chaîne de blocs, qui est la chaîne de blocs Bitcoin. C'est le même principe pour l'Ether, qui est basé sur la chaîne de blocs Ethereum. Pour ce qui est des jetons, ils sont souvent basés sur des chaînes de blocs tierces. Donc, en fait, on sait que Ethereum, Cardano sont des chaînes de blocs qui sont l'hôte de plusieurs jetons qui peuvent être favorables en fait, au développement tant de code que d'application.
La distinction entre les crypto-monnaies et la monnaie légale est très importante dans la mesure où, au Canada, on est dans un système monétaire qui ne permet pas de faire des paiements en Bitcoin ou en crypto-monnaie généralement, à quelques exceptions près. Donc, tout d'abord, pour qu'une monnaie soit légale, elle doit avoir cours légal, c'est-à-dire qu'elle doit être acceptée à titre de règlement. Donc, pour ce faire, on ne parle pas nécessairement d'un règlement au sens juridique, là, mais bien, c'est-à-dire que si je vais aller à la cafétéria du Deconinck en bas, je veux payer mon café, eh bien, le caissier, la caissière n'est pas obligé d'accepter mon paiement en Bitcoin puisqu'il n'a pas cours légal. Également, une caractéristique de la monnaie légale est d'être émise par en fait, le système financier en raison du privilège régalien d'émission monétaire, ce qui n'est pas le cas nécessairement pour les crypto-monnaies, en fait, qui sont souvent en parallèle du système monétaire étatique. En fait, on voit certains exemples d'adoption des crypto-monnaies comme monnaie légale. Dans les dernières années, on peut penser notamment au Salvador, à la République centrafricaine et au Panama. Donc, ces 3 États ont tous adopté le Bitcoin comme monnaie légale dans les dernières années, depuis 2021 en fait. Ce qui veut donc dire qu'on est en voie d'une reconnaissance accrue des crypto-monnaies. Pour ce qui est des jetons, le Fils québécois de la langue française est défini comme étant une unité fondamentale d'une crypto-monnaie qui va être utilisée pour le paiement ou pour accéder à des services ou des applications décentralisées. On va le revoir un petit peu plus en détail par la suite, mais les jetons constituent l'unité de base de la blockchain et du réseau. Également, il y a 3 types de jetons. Premièrement, il y a le jeton de paiement qui peut servir à faire des paiements en contrepartie de biens ou de services qui sont externes à la chaîne de bloc. Donc, si je reprends l'exemple de mon café au Deconinck, ça serait si le Deconinck décide de lancer son propre jeton en contrepartie duquel on peut acheter du café, eh bien, ça serait un jeton de paiement. Pour ce qui est des jetons d'usage, eux, comme le nom le dit, représentent en fait un certain usage au sein même de l'écosystème de la chaîne de blocs. Donc, en fait, revêtent une certaine utilité ou permettent d'accéder à des applications, à des plateformes. Donc, prenons l'exemple d'un jeu vidéo qui se fait interne à l'écosystème et dans lequel je peux jouer uniquement si j'ai accès à un jeton. Et aussi, ce jeton pourrait me permettre, par exemple, d'acquérir une fonctionnalité dans le jeu, passer à des niveaux supérieurs ou également acheter des souliers pour mon avatar. Finalement, le 3e type de jeton, c'est le jeton d'investissement. Pas que les 2 premiers ne sont pas pertinents, mais c'est vraiment celui-ci qu'on va se concentrer dans le cadre de la présentation, puisqu'il présente un intérêt tout particulier à l'égard des marchés financiers. Le jeton d'investissement se trouve à être un certain véhicule d'investissement, comme son nom le dit, va avoir un objectif de spéculation, de rendement, et c'est ce rapprochement avec la notion de titre qui va lui conférer sa pertinence au sens du droit des marchés financiers. Juste avant de te laisser la parole, je vais m'assurer que j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut résumer ça simplement, peut-être trop simplement? Les crypto-actifs peuvent être vus comme un outil pour le paiement, dans certains cas. Ils peuvent aussi être vus comme un outil pour nous donner un droit d'accès à un bien ou à un service. Est-ce que je peux le résumer facilement comme ça? Exact. Paiement, usage. Excellent. Je te laisse la parole. Je vais faire un aperçu du marché actuel. Là, on va parler des 3 grandes braquettes. C'est des noms que vous avez probablement déjà entendus. Parler de ce qu'est la différence entre Bitcoin, Ethereum et les jetons stables, les stablecoins, il y en a plusieurs sortes. Mais on va les mettre dans une catégorie pour le bénéfice d'aujourd'hui. Bon, on a la première catégorie qui va être Bitcoin, que je peux appeler le roi Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand part du marché des cryptos actuellement. C'est lui qui est le plus connu. Ça a aussi été le premier là, à prendre naissance. C'est un petit peu comme ça que la blockchain est née. Bitcoin a probablement une valeur première de vouloir faire un transfert de valeur de pair à pair. Ça, c'est son utilité première, cette première option qui est. Maintenant, on peut avoir de la spéculation, il y en a plusieurs qui peuvent voir une révolution du monde financier, une révolution technologique du monde financier. Mais le premier égard, là, sa naissance, c'était vraiment pour avoir un transfert de valeur qui était de pair à pair, c'est-à-dire de sans passer par une institution financière, sans passer par un tiers de confiance. Et ça nous permet de faire des transferts entre nous sans avoir besoin d'attendre des délais. Donc, ça va passer à travers des délais de banque, d'avoir de frontières qui nous empêchent d'avoir de faire de transfert de devises. C'est-à-dire que si moi, je peux envoyer de l'argent à Anne-Sophie, puis Anne-Sophie est, je ne sais pas, au Panama, en Chine, mais je n'ai pas besoin de passer par le transfert de devises, d'attendre les délais bancaires, les jours ouvrables, tout ça. Les transactions prennent quelques minutes à quelques heures maximum pour vraiment peu de frais. C'est vraiment l'utilité première du Bitcoin de sa naissance. Le deuxième gros espace qui est pris sur le marché crypto, c'est l'Ethereum.
Donc, Ethereum, à la différence de Bitcoin, c'est vraiment une blockchain à part. Donc, c'est une blockchain d'infrastructure qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est comme le voir comme un ordinateur principal sur lequel tu peux créer des applications, tu peux créer des outils qui vont permettre, eux, à leur tour, d'avoir leur propre projet. La plupart des projets crypto, actuellement, sont basés sur la blockchain Ethereum. Et il faut distinguer Ethereum de Ether, qui est la monnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. C'est quoi la relation entre les deux? Si je vous disais tantôt qu'Ethereum, c'est une espèce d'ordinateur central sur lequel on développe des applications, et bien, ça prend des validateurs sur ce réseau-là, ça prend des gens qui les gardent en vie, qui le font fonctionner. Bien, ces mineurs, ces gens-là, ces validateurs-là, sont récompensés par les jetons Ether. Et Ether, c'est aussi la monnaie sur laquelle tout l'écosystème va se retrouver. Tous les frais de transaction qui vont se passer dessus, tous les frais d'application qu'on va faire sur cette blockchain-là vont être payés en Ether. C'est de là que la valeur peut varier selon le principe d'offre et demande. Et finalement, le troisième gros volet du marché crypto, c'est ce qu'on appelle les jetons stables. Il y en a vraiment plusieurs qui existent, mais ils sont pratiquement tous, pour l'instant, adossés au dollar américain. Ce que ça fait comme le nom dit un peu lui-même, c'est de pouvoir suivre le dollar américain, dollar sur dollar. Il y a plusieurs mécanismes sur lesquels ça fonctionne. Ça peut être par algorithme, ça peut être par réserve de valeur. Peut-être le bénéfice aujourd'hui, on ne va pas dans les détails. Mais c'est peut-être les trois volets. Il faut savoir comment, c'est quoi les trois piliers du marché crypto actuellement. C'est peut-être ces trois volets-là. On parlait d'utilité tantôt aussi, là, comme Frédéric vient de l'expliquer, justement, il y a vraiment la fonction de réservoir de valeur qui est très importante là, dans la mesure où les crypto-actifs peuvent souvent être comparés aux métaux précieux. En fait, leur valeur suit le cours de l'offre et de la demande. Donc, c'est dans cette optique-là où on voit beaucoup de spéculation sur les marchés. Également, ça peut avoir la fonction de monnaie d'échange en contrepartie de biens et de services. Donc, on a évoqué un peu plus tôt la distinction avec la monnaie légale. Mais en fait, ce n'est pas parce que ce n'est pas une monnaie légale que les commerçants ne peuvent pas l'accepter. On voit certains exemples dans les dernières années de commerçants qui commencent à accepter le Bitcoin malgré l'absence de consécration à titre de monnaie légale. On peut prendre pour exemple notamment H. Grégoire, Toronto Brewing et Ledger qui acceptent tous des paiements en Bitcoin, nonobstant le fait que ce n'est pas une monnaie légale. C'est évidemment leur propre risque, mais c'est tout autant valide pour eux. Également, les stablecoins, comme Frédéric vient de l'expliquer, ont quand même pour fonction aussi de rassurer les co-contractants dans le cadre d'opérations commerciales, puisqu'on peut prendre l'exemple du Bitcoin qui a beaucoup fluctué dans la dernière année. C'est sûr que si je propose à quelqu'un de lui faire un paiement en Bitcoin, eh bien, on ne sait pas combien il vaudra dans 3 mois. Est-ce que c'est nécessairement stable? Pas du tout. C'est la raison pour laquelle le stablecoin peut être une bonne alternative dans la mesure où ça rassure un peu mon co-contractant sur la valeur qu'il va recevoir si le paiement est fait dans un certain délai. Également, par rapport aux jetons d'investissement, on l'évoquait plus tôt, c'est un véhicule d'investissement, tout simplement. Il va comporter des caractéristiques analogues au titre d'une société, là, donc droit de vote, droit de recevoir des dividendes, etc. Donc, c'est d'autant plus la raison pour laquelle ils sont assujettis à la réglementation des marchés financiers qu'on va évoquer un petit peu plus en profondeur plus tard. Mais tout ça, essentiellement, a la fonction de créer de la valeur. Donc, la décentralisation qui est différente au réseau de la chaîne de blocs nécessite en fait d'engendrer des flux financiers pour financer le réseau. Ça passe notamment par la validation des transactions, comme Frédéric l'expliquait. Donc, lorsque les mineurs valident les transactions, ils reçoivent des unités du réseau en contrepartie des efforts qu'ils fournissent, qui peuvent prendre la forme de puissance de calcul sophistiquée, donc des ordinateurs très poussés qui résolvent des calculs. Ça peut aussi être de l'électricité, donc il y a certains coûts d'infrastructures qui sont liés à ça. Et la récompense des mineurs vient un peu contrebalancer cet investissement-là qui est fait dans le réseau. Donc, je vais te poser une question sur les jetons stables. Si je comprends bien, ça se trouve à être le crypto-actif qui a le moins de risque de fluctuer ou d'avoir une spéculation importante. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Il y aura un warning, mais des gros guillemets, là, le moins de risque, ça dépend vraiment de comment sont structurés. Là. Tantôt, je te disais qu'il y avait deux types de jetons stables. Et il y a ceux qui sont basés sur une réserve de valeur. En théorie, ceux qui sont basés sur une réserve de valeur, ils sont audits de façon conforme selon des principes universels. Il n'y en aurait pas nécessairement de problème parce que ça veut dire que tous les dollars qui sont numériques, qui sont engendrés de la trésorerie de cette entreprise-là,
qui est une entreprise privée, sont backés, excusez-moi l'anglicisme, par un vrai dollar dans leur coffre, d'une forme d'actif. Par contre, ce qui est de plus en plus populaire, et c'est pratiquement la réalité, c'est que la plupart des entreprises qui créent des jetons stables le font sur une base algorithmique et l'algorithme est basé sur du code qui est souvent également utilisé par un jeton qui varie de prix, varie de valeur, qui est aussi créé par cette même entreprise. On a eu un exemple là, avec Terra, Luna, peut-être que vous connaissez, peut-être que non, peut-être que vous en avez entendu parler, qui lui s'est complètement effondré en moins d'une semaine pour plusieurs raisons, mais entre autres, c'est une attaque qui a été faite par des gens avec des ressources assez quasiment infinies qui ont fait le code, qui en ont profité pour pouvoir l'exploiter, d'exploiter les leviers qui sont différemment utilisés et pour vraiment créer de la peur aux investisseurs. Et là, plus il y avait une cascade, une vente, plus il y avait une cascade de prix, une cascade de liquidation, il en rendait une baisse de la valeur. Donc, dire que c'est sécuritaire. Non, c'est clair. Je suis allé loin, mais. C'est très clair, ça met en évidence qu'il y a de stable dans le jeton que le nom. Mais qu'il y a des choses, c'est quand même intéressant. Mais sa vertu est de rester adossé toujours à $1. Parfait. Avant qu'on conclue ce bloc sur la nature des cryptoactifs, j'inviterai la professeure Bouchard peut-être à prendre la parole si tu veux ajouter quelque chose. Là. Écoutez, peut-être deux, trois petits mots, parce que probablement vous allez compléter. Je regarde les questions. On aura la chance de donner la création. Les questions. Évidemment, lorsqu'on parle de cryptoactifs, comme nos deux invités l'ont mentionné, on fait référence à l'Internet, au Web3, donc à la blockchain, qui fait partie des technologies des registres distribués. Donc, ils ont parlé registres distribués en opposition à la centralisation. On a parlé des institutions financières jusqu'à... c'est la finance, évidemment, qui a émergé en premier lieu. Donc, cette nouvelle économie, cette crypto-économie, évidemment, comme on l'appelle. Je voudrais ajouter deux autres petites choses. On parle beaucoup de chaînes de blocs. Il n'y a pas une seule chaîne de blocs. Ils vous en ont parlé de deux. Il y a plusieurs chaînes de blocs. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Vous avez des chaînes de blocs publiques, donc comme Bitcoin et Ethereum, donc tout le monde peut accéder à ces chaînes de blocs sans problème. Mais vous avez aussi des chaînes de blocs privées qui sont un peu un club sélect. Dépendamment qui fait partie de ce club, vous avez des liens d'entrée qui y sont associés. Donc, juste pour conclure, je pense que ce qu'on doit retenir sur le jeton, c'est que c'est vraiment l'unité de base des blockchains publiques, je dirais particulièrement, là, et ça permet de transférer de la valeur, donc de pair à pair. C'est ces caractéristiques que vous devez retenir, donc instantanément, partout sur la planète, de façon transparente et surtout de façon extrêmement sécuritaire, parce que c'est fondé sur la cryptographie. Voilà, merci. Donc, j'espère que vous comprenez mieux ce que sont les cryptoactifs. En tout cas, c'est mon cas. Là, je vous amène, parce que depuis tantôt, là, on parle de la chaîne de blocs, on a parlé de minage. On va essayer de démystifier tout ça. J'aimerais ça que vous m'expliquiez comment sont créés les cryptoactifs, peut-être avec l'exemple du Bitcoin ou avec un autre là, qui est bien connu, et sur quelle technologie repose. Donc, démystifier un peu, moi, je parlais du minage, là, j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas certaine que je comprends bien l'ensemble du fonctionnement et je ne pense que je ne suis pas la seule. Alors, on vous écoute. Tu me lancer. D'abord, séparer les deux. Tu as Bitcoin puis tu as crypto-monnaie en général. Bitcoin, c'est un code qui est public. C'est une histoire quand même assez connue. Il y a un white paper qui est sorti en 2008 qui rendait le code public. Et ce code-là indique le rythme de création du Bitcoin jusqu'à 2140, si je ne me trompe pas, pour un total de 21 millions. Écrit comment le rythme de création des Bitcoins est fait et ce code-là ne peut pas être altéré. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir confiance à un nombre total de 21 millions de Bitcoins qui vont toujours exister. Je fais une pause. Là. Il y a un code. Un code. Qui a mis ça en place, ce code-là? Ça peut être quelqu'un dans son sous-sol? Ben, c'est comme un mystère. Là, le et de Satoshi Nakamoto là, qui aurait créé ça. Là, et on ne sait pas c'est qui, c'est un pseudonyme. Mais le code serait public. Et ce code-là permet la création des bitcoins, mais on peut pas en créer comme on veut. Il y a vraiment un nombre limité. Et comment ils sont créés, ce n'est pas une entreprise centralisée qui les émet, c'est vraiment le code via les mineurs, leur puissance de calcul. On sait que
tant de bitcoins seront créés par bloc. Un bloc a lieu toutes les 10 minutes, si je ne me trompe pas. Et donc, on sait qu'actuellement, dans les premières années, il va en avoir plusieurs milliers. Maintenant, il y en a de moins en moins. Et jusqu'à la fin, il y en aura de moins. À chaque 4 ans, il y en a de moins en moins. Ce code-là, généré par les mineurs, c'est qu'on appelle un mineur, c'est la puissance de calcul. Donc, c'est comme des ordinateurs super sophistiqués avec la puissance de calcul énorme. Qui réussissent à sécuriser le réseau et qui réussissent à créer ces bitcoins-là, à créer des nouveaux blocs. Et ces nouveaux blocs-là sont émis. Une fois qu'ils sont émis, ils sont rendus en récompense à chacun des mineurs. Donc, ce n'est pas des bitcoins qui sont émis à des plateformes où on peut les acheter. C'est vraiment des bitcoins qui sont séparés parmi les mineurs qui ont, par leur puissance de calcul, réussi à valider le bloc, qui ont réussi à aller plus loin. Juste pour comprendre, dans le fond, généralement, ça va être des entreprises, je pense, qui possèdent des mineurs. Bien, ça a commencé dans mon sous-sol. Okay. Mais maintenant, c'est de plus en plus sophistiqué. Il y a des entreprises publiques, on pense à Bitfarms, on pense notamment Bitfarms, qui ont des usines de minage, des entrepôts remplis d'ordinateurs de minage de Bitcoin. Ces entreprises-là, c'est des entreprises publiques qui sont assez sophistiquées, qui valent plusieurs centaines de millions de dollars. Et donc, c'est de plus en plus sophistiqué. C'est rendu une économie. Hein? Oui, c'est développé. Hein? L'économie. Mais ça n'empêche pas que moi, dans mon sol, je pourrais le faire. C'est juste qu'évidemment, j'aurais moins de ressources que ces entreprises-là. J'aurais donc moins de puissance, donc c'est de plus en plus difficile à réaliser. Mais notamment la chaire avec son laboratoire. Ben oui, si ça vous intéresse, au 7e étage, nous avons notre laboratoire de minage. Enfin, juste par curiosité, notre objectif, évidemment, c'est pas de s'enrichir. Donc, actuellement, on est loin de s'enrichir. Donc, pour les curieux, là, je vais aller à la base. L'opération de minage en soi, c'est quoi? C'est l'application du code? Ou là, j'ai rien compris? C'est des calculs qui doivent être faits. Dans le fond, comment simplifier ça à l'extrême? Le langage de la blockchain, c'est le code. Puis nous, notre langage, bon, ici, on parle français. Puis la manière d'inscrire le code dans la blockchain, on fait ça avec du hachage. Du hachage, c'est le fait de scinder, disons, une phrase ou une expression. On envoie ça comme dans une espèce de logiciel qui va faire en sorte que notre phrase ou notre expression va donner une séquence numérique totalement aléatoire. Il n'y aura aucun moyen à partir de cette séquence aléatoire-là de revenir à notre phrase. Mais la même phrase va toujours donner la même séquence aléatoire. Fait que les mineurs, en fait, les ordinateurs du réseau vont essayer de trouver c'est quoi la phrase. Fait que c'est ça, ce processus-là. Pour ce faire, ils doivent résoudre des calculs algorithmiques très, très, très poussés. C'est le premier qui trouve, en fait, qui obtient dans ce cas-là, qui obtiendra un bitcoin. Exact. Puis après, lui, il peut le revendre, c'est comme ça qu'il va se financer. Exact. OK, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué, maintenant. C'est très intéressant. Et là, oui, mais là, je pensais par rapport au Bitcoin, juste le séparer par rapport au reste des cryptos, parce que nous, on parlait du Bitcoin qui est de cette façon-là, mais il faut savoir que la plupart des crypto-monnaies ou des autres blockchains sont des entreprises privées et qui, eux, vont émettre leurs jetons par eux-mêmes. Donc, ça ne sera pas le même processus. À ce moment-là, l'entreprise peut décider qu'elle va avoir 100 000 jetons à émettre et remettre en banque publique. Et dans son code initial, on va voir combien de jetons sont attribués, par exemple, à l'équipe, combien de jetons sont attribués aux consultants externes, combien de jetons sont bloqués pendant tant d'années. C'est ce qu'on appelle l'économie du jeton. Et c'est ce qui va ressembler de plus en plus, mais ce qu'on se rapproche de plus en plus à une société à capital fermé. Pas capital public, mais une société avec un capital, donc aux actions. Les jetons vont se ressembler à une action, parce que là, tu vas vraiment avoir une économie de ce jeton-là. Et c'est sur cette économie-là, sur ce code-là, que les investisseurs se basent ou devraient se baser pour savoir si c'est un placement dans lequel ils veulent suivre. OK, puis tantôt, Anne-Sophie nous disait que c'est dans ces contextes-là qu'on se rapproche de l'encadrement, qu'on est lié par l'encadrement des valeurs mobilières au Canada. Est-ce que je comprends? C'est bien ça. Il n'y a pas encore de cadre noir ou blanc là, au Québec, au Canada, ni ailleurs dans le monde. Là, en fait, c'est vraiment un test jurisprudentiel qu'on se base beaucoup sur l'interprétation américaine à l'heure actuelle au Québec et au Canada. Mais dès lors qu'on se rapproche de la notion de titre ou de contrat d'investissement ou même de dérivé, c'est là qu'on va appliquer la réglementation corrélative parce qu'en fait, on va beaucoup selon la logique, même risque équivaut à même encadrement. Donc, c'est vraiment une approche par analogie qu'on essaie de faire à l'heure actuelle, là, mais définitivement, si ça se rapproche d'une action, là, ça va être encadré de la même manière et donc assujetti à la loi sur les valeurs mobilières.
Est-ce que, là, je sors de une petite phrase, est-ce que tu sais s'il y a d'autres législations que le Canada qui ont été proactifs dans l'encadrement? La France a consacré la chaîne de blocs et les actifs numériques dans le droit par la loi Pacte de 2016. Ils ont créé une nouvelle catégorie d'actifs pour le jeton d'usage dont on a discuté un peu plus tôt. Également, il y a certains cadres là, qui sont développés peu à peu, là, notamment la Securities and Exchange Commission des États-Unis rend beaucoup de décisions là, à l'égard des cryptoactifs pour tenter de circonscrire un peu ce marché-là. Je t'avouerais qu'en ce moment, c'est beaucoup de l'encadrement par jurisprudence. Puis il faut également être prudent dans la mesure où on ne veut pas non plus adopter une loi qui va être désuète dans 5 ans. C'est un processus qui est très long et qui pourrait peut-être ne pas être adapté là, en fait, à l'évolution rapide de la technologie. Et c'est la raison pour laquelle au Canada, c'est surtout un cadre bac à sable qui a été préconisé à l'heure actuelle. Donc, on fait des tests, c'est les autorités canadiennes de valeur mobilière qui donnent certaines dispenses à des sociétés qui se qualifient, en contrepartie de quoi elles doivent respecter des obligations d'information qui sont plus semblables aux sociétés privées, mais sans tout de même les assommer avec des obligations qui sont très, très, très formalistes et onéreuses pour souvent des petites startups qui n'ont pas vraiment de capital de base. Intéressant. Ça m'amène peut-être à discuter, là, on a compris, en tout cas, moi, je comprends mieux là, la blockchain et il y a plusieurs technologies autour. Est-ce que ces technologies-là, en dehors des cryptoactifs, peuvent avoir un impact sur l'industrie des services financiers, la façon dont on va pouvoir obtenir ou offrir les services financiers? J'aimerais vous entendre là-dessus. Le gros volet là, par rapport à ça qui aide, parce que là, le volet crypto-actif, comment analyser une crypto, c'est quoi le but? En fait, tu ne peux pas avoir vraiment de but si tu n'as pas d'application. Donc là, l'application va se baser pratiquement toujours sur le même outil qui est le contrat intelligent. Le contrat intelligent qui va permettre de faire circuler des jetons à travers l'univers Web3. Et ça, on peut l'utiliser pour beaucoup de milieux. Le milieu que je voulais vous parler aujourd'hui pour avoir un exemple thématique, l'univers Web3. Peux-tu préciser? Oui, l'univers Web3, en fait, juste un petit retour en arrière. Web3, on vient parler de tout ce qui est métavers, NFT, crypto et tout ce qui est interaction entre les utilisateurs. Pourquoi Web3? Parce qu'à l'époque, on avait le Web 1, mais c'était le seul Web, fait Web 1 maintenant, qui était la consultation en ligne. Le Web 2 qui était, si je ne me trompe pas, transactions en ligne, qui était consultation en ligne, donc tout ce qui est médias sociaux, le partage de l'information, c'est Instagram, Facebook, Twitter, tout où est-ce qu'on peut partager l'information et flux. Et Web 3, maintenant, c'est de pouvoir interagir là, entre les utilisateurs sans. OK, merci. Ouais. Non, c'est Skype. Donc, maintenant, dans le Web 3, on va se baser beaucoup sur le contrat intelligent. Le contrat intelligent, comment ça fonctionne, en fait, c'est que tu as toujours les variables. Le contrat, ça va être comme un contrat réel. La seule distinction, c'est qu'il ne sera pas écrit dans une langue, ça va être écrit en code. Et dans ce code-là, on a toujours besoin de variables. Hein, selon lorsque certaines variables sont remplies, bien, le résultat qui est codé va arriver. L'exemple le plus flagrant qui pourrait être facile à comprendre, c'est si moi je décide de faire un pari sportif, exemple sur un match des Canadiens, je parie sur un site de pari que les Canadiens vont gagner ce soir. La variable va être est-ce que les Canadiens vont gagner? Si oui, le pari est de 100 $. Si le résultat est positif, je vais gagner 100 $. Si le résultat est négatif, le 100 $ va aller au site de pari. Maintenant, ça va prendre quelqu'un pour rentrer la variable dans le contrat. Comment ça va s'exécuter? Ça va prendre ces variables-là. Et c'est là qu'entre en jeu un oracle. Un oracle, c'est la personne, pas une personne, qui est l'intelligence artificielle, qui va être en mesure d'aller chercher parmi les multiples d'informations disponibles sur le web ou à son environnement, d'aller chercher la variable la plus sûre ou le résultat le plus sûr à cette variable. Une fois qu'on atteint un niveau de pourcentage de probabilité satisfaisant, on va pouvoir exécuter le contrat. Et tout ça va se faire de façon automatique. Encore une fois, tout ça va être selon le principe du contrat. Donc, est-ce qu'on veut un niveau de fiabilité à 50 70 90 100 ça va être dans le code du contrat même. On est dans les contrats intelligents. Exact. Là, on est dans le contrat intelligent. Là, l'exemple que j'ai donné sur le contrat intelligent, parce que c'était sa plus simple expression, le pari sportif, il faut savoir qu'il y a vraiment une multitude d'utilisations pratiques de ce contrat intelligent-là, entre autres pour tout ce qui est finances décentralisées.
Finances décentralisées, c'est des produits financiers de prêt, d'emprunt qui sont de tiers à tiers, sans passer par une banque, sans passer par un tiers de confiance. Et on va souvent le retrouver dans nos produits. OK, merci. Super intéressant. Anne-Sophie, puis après Charlène, tu peux ajouter là, sur ce sujet-là. Mais quand on parle aussi de fonctions autres, mais en parallèle des cryptoactifs là, au sein du marché financier, faut regarder en tête que la chaîne de blocs a vraiment 3 utilisations principales, 3 fonctions. La première est la faculté de registre. Considérant que c'est une base de données qui est partagée, qui est infalsifiable, qui est sécurisée, eh bien, ça a un grand potentiel pour recueillir des informations de manière pérenne, infalsifiable. Donc, personne ne peut aller modifier des données, peut aller les falsifier. Également, il y a le potentiel de certification des données. Donc, on peut certifier la provenance, par exemple, la traçabilité et la transparence de la blockchain. Je l'explique, en fait, comme c'est un réseau, lorsqu'on parle d'une chaîne de blocs publique, je peux aller retracer l'entièreté des transactions qui ont été effectuées depuis la première. Donc, ça me permet d'assurer une chaîne de titres dans le cadre de transfert de pair à pair. Également, il y a le potentiel de transfert. Donc, comme Frédéric l'explique avec la finance décentralisée, on n'a pas besoin d'avoir recours à un intermédiaire ou à un tiers de confiance comme une banque, par exemple. On peut vraiment effectuer des tiers de pair à pair. Donc, échanger de la valeur entre les opérateurs. Et les smart contracts. Et la troisième utilisation, ce sont les smart contracts et les contrats intelligents. J'utilise, pourtant je suis très francophone, j'utilise l'expression smart contract parce que ce n'est pas la même chose qu'un contrat. Vous savez, on est des juristes, vous êtes des juristes en formation, et quand on parle de contrat intelligent, ce n'est pas un contrat au sens d'un échange avec une offre et une acceptation. Lorsqu'on parle, c'est vraiment une application. Le smart contract peut aussi être une façon d'exécuter une convention, mais il ne faut surtout pas faire un amalgame là, avec la notion de contrat au sens où on l'entend en droit. Donc ça, ce sont vraiment les éléments importants là, que Anne-Sophie... donc avec la blockchain, sa force, c'est que vous pouvez faire 3 choses. Donc transférer de la valeur, registre, comme vous l'avez mentionné, conserver des données, parce que ça assure l'intégrité de l'information, donc c'est extrêmement important en matière de preuve pour nous juristes, et la question des contrats intelligents, donc de toutes les applications là, qui peuvent être développées. Je disais que dans certains pays, on utilise la blockchain pour prendre la place de notre registre foncier. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ici? Je sors un peu du sujet, mais je trouve que pas ici, ça pourrait être intéressant, mais ce n'est certainement pas une priorité parce qu'on est dans un pays de tradition civiliste et on a les notaires ici de tradition civiliste au Canada, en Amérique du Nord, qui font des examens de titres depuis des années. Donc, si on veut, notre parc foncier il est extrêmement fiable. Donc, mais dans des pays, par exemple, comme Haïti, après le tremblement de terre, vous comprendrez que s'est retrouvé avec plus rien. Et là, évidemment, c'est un choix de technologie qui peut être intéressant. On a souvent l'impression que ce ne sont que les pays, par exemple, qui vivent des situations comme Haïti, il y a la Géorgie aussi. Mais il y a un exemple qui est intéressant, la Suède. La Suède, en Europe, qui est un pays qui ressemble au nôtre, a fait le choix il y a quelques années, là, mais dans un horizon de 4 ou 5 ans, si je ne m'abuse, de transférer son registre foncier sur chaîne de blocs. Ce serait certainement un exemple intéressant à regarder, là, quels sont les avantages amenés versus un parc protégé par des examens de type notamment. Intéressant. Alors, la question à laquelle on ne répondra pas aujourd'hui, mais qu'on peut se demander, c'est est-ce que la chaîne de blocs comme technologie a plus d'avenir que les cryptoactifs? Alors, il y aurait une réflexion avant, mais on ne va pas aller là aujourd'hui. Je vous ramène sur les cryptoactifs. Et là, ce qu'on veut comprendre, c'est comment on peut, puis là, je vais parler du Québec, comment on peut se procurer des cryptoactifs? Est-ce qu'il y a différentes options qui existent? Puis peut-être dans un second temps, parler de comment c'est encadré cette distribution-là. Puis est-ce qu'il y a des façons pour le consommateur d'être un peu plus protégé malgré tous les risques quand même qu'on a bien parlé de la volatilité, de la spéculation qui entoure les cryptoactifs lorsqu'on décide d'acquérir de la crypto? Ou des cryptoactifs en général. Ou des bases. Oui, parfait. Mais pour commencer, pour acquérir des cryptoactifs, c'est simple, il y a 2 manières de procéder.
soit on passe par une plateforme ou soit on passe par un cold wallet, un portefeuille à froid, qui est en fait un petit serveur là, que je peux brancher à mon ordinateur la plupart du temps pour effectuer des transactions. Chacune de ces deux options a des avantages et des inconvénients. Pour ce qui est de la plateforme, en fait, c'est sûr qu'il y a une réinsertion d'un tiers. Donc, en fait, on est tributaire un peu de la fiabilité de la plateforme. On peut prendre l'exemple de FTX récemment, également Caliga au Canada, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Ce sont des cas dans lesquels il y a eu de la fraude et également les plateformes ne sont pas à l'abri des hacks. Ce qui fait donc en sorte qu'il y a un adage qui dit « Not your key, not your coin ». Si ce n'est pas ta clé, ce n'est pas ta crypto, dans la mesure où si la plateforme fait faillite, malheureusement, tu ne pourras plus retirer ta crypto-monnaie. Par contre, le cold wallet peut aussi avoir ses inconvénients dans la mesure où c'est un petit serveur. Donc, je ne suis pas à l'abri de le briser, de le perdre, de me le faire voler. Si je passe au feu, qu'il est détruit, eh bien, c'est terminé. OK. Et ça, on se procure ça comment? J'aurais dû l'apporter, j'en ai Ah, dans bon. mon bureau. C'est dommage, j'ai complètement OK, on peut commencer sur Internet. À partir de ce module-là, on branche son ordinateur, puis on peut par là. OK, parfait. Acquérir L'avantage de tout ça, c'est que vu qu'on le débranche de l'ordinateur après utilisation, c'est comme imperméable au hack, parce qu'il n'y a pas de lien avec nous et le réseau pendant ce moment. Puis, effectivement, comme les deux approches comportent des risques et des inconvénients, il faut vraiment que le consommateur choisisse selon sa tolérance au risque, selon son niveau de confiance aussi envers les plateformes. On va voir un petit peu plus qu'est-ce qui peut permettre de mitiger ces risques-là. Mais également aussi la nature des opérations qui sont visées par la personne qui veut transiger des cryptoactifs. Juste en topo, pour résumer, tu as deux choix. Soit tu as le choix de passer le même principe que finance traditionnelle, c'est-à-dire par une banque, qui va être la plateforme d'échange. Donc, il y a un petit peu le même principe. Donc, tu fais un petit peu le principe de décentralisation qui était à la base de l'idéalisme blockchain et des services financiers du Bitcoin, où tu te fais confiance en toi-même, là, tu sors complètement du réseau financier. J'ai mon portefeuille à froid à moi, ça peut être portefeuille numérique, ça peut être des portefeuilles aussi à froid, physique, comme tu as expliqué. Mais principalement, tu te sors complètement et c'est ça, la responsabilité tombe juste à toi. Donc, si tu te trompes, tu fais une erreur, tu envoies une mauvaise adresse d'envoi, tu achètes des mauvaises cryptos, tu envoies ça à une mauvaise personne, tu fais une erreur dans ton adresse d'envoi, tu choisis le mauvais réseau, tout bas, personne ne peut t'aider. C'est là où est-ce qu'on parle de la mitigation du risque qui est comme différente. Donc, il y en a un où est-ce que ton risque est plutôt sur le tiers, donc sur l'échange sur ta banque. Et il y en a un où le risque est sur toi, sur ton autonomie, sur la façon dont tu peux procéder. Parce qu'un des principes de la chaîne de bloc qu'on parlait, c'est vraiment l'irréversibilité, presque. Donc, une fois que tu fais une erreur, bien, si c'est de portefeuille à portefeuille, il n'y a pas vraiment de rattrapage. Donc, c'est un petit peu ce qu'il faut savoir. Puis là-dessus, deux choses. Moi, quand je vous entends, je comprends qu'il y a un risque dans la détention même de la crypto-monnaie, c'est-à-dire si je perds mon petit portefeuille, c'est perdu, ou si la plateforme fait défaut, c'est perdu. Mais il y a aussi un risque dans la crypto-monnaie en soi si elle est très volatile ou spéculative. C'est deux choses pour le consommateur à vraiment être attentif là, par rapport à ça. OK, très bien. Juste une petite précision, Frédéric, tu nous parlais de banque. Bien sûr, c'est une analogie. Il n'y a pas de banque qui offre de la crypto-monnaie en ce moment. Non, bien, pas actuellement qui existe, mais là, il y a des fonds ETF qui sont en train de se rendre analogues au Bitcoin à certains secteurs du marché crypto. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas qui suivent le prix spot du Bitcoin, mais il y en a qui suivent les marchés dérivés pour le Bitcoin. Il me semble que ça existe. Donc, ces fonds-là pourraient, peut-être pas au Canada, mais aux États-Unis, être disponibles par l'intermédiaire d'institutions financières reconnues. Exact. Tout à fait. Mais d'ailleurs, peut aller dans des CELI, dans des REER. Les autorités commencent à mettre de l'avant aussi des lignes directrices là, pour les banques qui veulent être en contact avec des cryptoactifs, là, donc soit en détenir dans leur portefeuille ou bien les tenir en garantie. Là. Il y a des lignes directrices dans la mesure où on sait que les banques n'auront pas le choix de participer à ce marché-là à un moment ou à un autre. Puis on le voit dans des situations, là, notamment dans notre pratique, où des banques sont appelées à prendre en garantie les cryptoactifs. Donc, en fait, on veut être soucieux quand même de respecter les obligations qui incombent aux banques en bout de ligne, là, sans nécessairement que les consommateurs, que les personnes qui font appel au service des banques soient sujets à ce risque-là. OK. Puis, est-ce qu'au Québec, il y a une façon de minimiser ces risques-là?
La façon la plus de minimiser, c'est d'utiliser les plateformes qui sont inscrites au Canada. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils respectent les lois canadiennes. Les autorités en valeur mobilière ont certaines balises, ils ont certains outils qui sont nécessaires. Entre autres, une plateforme d'échange de cryptoactifs doit être inscrite comme à titre de courtier auprès de l'AMF et Québec. Ça permet de savoir qu'ils ont un fonds de trésorerie certain, qui ont un responsable en conformité, qui ont un responsable en sécurité. Donc, ça permet d'avoir certaines balises. L'espèce d'enjeu, là, ou l'espèce de catch-22, si on veut, entre comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant la réglementation de crypto-monnaie, c'est mon avis à moi, et comment est-ce qu'on peut donner un petit peu de lousse aux plateformes qui veulent arriver sur le marché. C'est plus tu vas resserrer la réglementation, plus ça va être difficile pour les plateformes canadiennes de pouvoir s'inscrire, de pouvoir la respecter, d'avoir cette accréditation-là. Si on a de moins en moins de plateformes qui voulaient déjà respecter la loi canadienne, qui voulaient déjà donner une certaine assurance aux consommateurs, les consommateurs vont être obligés de se tourner vers les plateformes internationales qui, eux, ne sont pas nécessairement en train de respecter les lois canadiennes, de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et c'est un exemple, une espèce d'analogie que je veux faire avec la plateforme FTX, qui, elle, n'était pas inscrite au Canada et qui était une compagnie internationale, qui était enregistrée aux Bahamas. Il y avait plusieurs filiales un petit peu partout, mais vous voyez, cette entité-là, plusieurs consommateurs ont fait affaire avec elle et elle a fait faillite. Parce qu'elle ne respectait pas nécessairement les lois, on se rend compte par après qu'elle ne respectait pas les lois, qu'elle n'avait pas les trésoreries, qu'elle avait donc commis de la fraude, etc. Bref, je crois que ça ne peut pas arriver sur une plateforme qui respecte les lois canadiennes ou qui est inscrite, mais on a moins de chances que ça arrive. C'est un petit peu comme ça qu'on va avoir cette sécurité-là. Ce n'est pas une certitude, mais ça arrive. C'est ça. Puis en fait, ce sont les autorités canadiennes en valeur mobilière qui ont comme jeté un peu les bases là, de cette nécessité d'encadrement-là et d'enregistrement. En fait, les autorités canadiennes en valeur mobilière chapeautent un peu les provinces dans l'adoption de la réglementation, puisque les valeurs mobilières sont plutôt du ressort provincial. Donc, en fait, les ACVM assurent l'harmonisation du cadre juridique pour que ça soit cohérent au niveau national, dans la mesure où les plateformes font rarement affaire dans une seule province. D'autant plus que, en fait, la source de l'encadrement, la nécessité d'enregistrement découle non pas du fait qu'une plateforme ait un établissement au Québec, au Canada, mais bien qu'elle ait des consommateurs au Canada. Déjà là, il y a quand même une grosse différence, qui fait en sorte qu'il y a potentiellement plusieurs plateformes dans le monde qui devraient être acceptées par le droit canadien et québécois et qui ne respectent pas du tout les obligations en la matière. Également, les ACVM, le 15 août 2022, là, ont adopté un avis là, en fait, pour demander aux plateformes de s'inscrire. Donc, les plateformes devront s'inscrire auprès des autorités provinciales compétentes, donc au Québec, l'AMF, en Ontario, l'OSC, et devront respecter des obligations qui sont analogues aux entreprises de services financiers plus connues du marché traditionnel, mais pour lesquelles les risques sont comparables. Donc, ces obligations-là peuvent se refléter par la nécessité d'avoir des assurances sur les crypto-monnaies qu'elles détiennent, peuvent également revêtir la forme de KYC, de connaissance du client, également, comme Frédéric le disait, d'avoir assez de liquidité. Donc, c'est vraiment des engagements qui vont être pris par les plateformes et s'ils ne respectent pas ces 10 engagements, les ACVM ont annoncé qu'elles entreprendront des mesures là, afin de faire cesser aux Canadiens et vont pouvoir poursuivre là, pour obtenir le paiement d'amende, notamment. Intéressant. J'ai une question, je vais la diriger vers Charlène, mais vous êtes tous invités. Est-ce que le fait que les autorités canadiennes entendent dans une certaine mesure les plateformes d'échange, est-ce que ça n'envoie pas un message aux consommateurs, à monsieur, madame, tout le monde, que c'est plus sécuritaire que ça en a l'air, les crypto-actifs? Puis là, je ne dis pas que ce n'était pas bien encadré, qu'on se comprend, mais je pose la question. Là. Est-ce qu'il y a un enjeu à cet égard-là ou est-ce qu'il ne fallait pas faire le pas pour pas que l'ensemble de l'activité se passe en dehors d'un cadre réglementaire? Moi, je pense qu'il y a un élément de confiance qui est extrêmement important. On n'a pas encore mentionné ce mot-là, confiance, mais lorsqu'on parle des technologies comme la blockchain, c'est une technologie de confiance. Normalement, la base de la philosophie qui est à la base de ces technologies, c'est que donc, il y a un intermédiaire qui disparaît, ou des intermédiaires qui disparaissent, et puis on remet notre confiance en cette technologie qui est extrêmement sécuritaire, d'autre part. Je vais faire une parenthèse
Reprenons l'exemple du Bitcoin, on pourrait donner un autre exemple. C'est une technologie en soi, le Bitcoin, qui est extrêmement sécuritaire, qui n'a jamais été contrefaite. Il y avait des mathématiciens la semaine passée à une conférence, des informaticiens, puis on discutait évidemment de la sécurité là, en soi. Donc ça, c'est très, très clair. C'est vraiment révolutionnaire, cet amalgame de technologies qui fait la sécurité de ce cryptoactif. Et là, il y a évidemment, autour, actuellement, ce sont les trous, l'absence de réglementation. On donnait l'exemple de FTX, qui fait évidemment que il y a des gens qui profitent du système. Ça fait une quinzaine d'années, je reviens à ce que Anne-Sophie mentionnait tout à l'heure, les deux approches en matière de réglementation. Vous avez des pays comme la France et d'autres qui ont d'emblée, dès le début, dès 2008, décidé de réglementer. Vous en avez d'autres comme le Canada qui ont attendu. Moi, je pense que 15 ans après, là, je pense que c'est le temps. Donc, dans nos pays, les pays anglo-saxons ont plutôt cette approche d'attendre, de regarder, de laisser la technologie. Mais je pense que dans les prochains mois, c'est vraiment fondamental. À quelle date est-il prévu que les plateformes doivent s'inscrire auprès du régulateur, donc pour nous, auprès de l'Autorité des marchés financiers? Dès maintenant. Mais en fait, les ACVM là, ont comme une période de grâce qu'ils peuvent accorder aux plateformes. Évidemment, l'inscription, l'enregistrement auprès des autorités provinciales nécessite quand même de prévoir beaucoup de documentation, notamment en vue de respecter les obligations d'information à l'égard des consommateurs, des investisseurs. On peut prendre le pendant là, pour les marchés financiers, pour les entreprises cotées en bourse. Un prospectus, des circulaires d'information, ce sont des documents très volumineux qui comportent énormément d'informations par rapport à la technologie sous-jacente, par rapport à l'entreprise plus généralement. Et donc, ce sont des documents qui sont longs à préparer. Donc, ce que les autorités canadiennes en valeur mobilière disent, c'est enregistrez-vous. Je vous donne un délai. Là, évidemment, c'est un délai qui est discrétionnaire, qui varie d'un cas à l'autre, qui peut aller de, j'ai vu 2 mois à 12 mois pour le moment. Mais bref, tout ça pour dire les ACVM confèrent une certaine période de grâce, après quoi la plateforme devra s'inscrire. Sinon, les ACVM vont pouvoir entreprendre leur recours à cet égard. OK, très, très intéressant. On a une autre question. Je poursuis un petit peu de temps avant la conclusion. Alors, c'est quelqu'un qui nous écrit, là, qui est étudiant à l'Université de Paris-Saclay. Alors, je souhaiterais savoir s'il est possible de prétendre à une sécurité fiable et une régulation de la blockchain dans les opérations financières numériques et classées. Spécifiquement, peut-on lutter contre tout ce qui est de la fraude financière par la blockchain? Ça m'apparaît ambitieux, mais... Mais vous disiez que c'est très solide, que le Bitcoin en soi est solide. Ce qui joue, c'est la fluctuation de la valeur de la monnaie. Bon, il y a plusieurs risques, mais entre autres, ce à quoi vous faites référence, c'est la distinction, par exemple, entre le risque de volatilité et le risque de sécurité. Donc, ça, la volatilité, c'est une chose. On a expliqué évidemment que ce n'est pas une monnaie. Bon, donc évidemment, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et puis on peut faire quand même le parallèle avec la bourse. Aussi, on est en période, on est dans un cycle économique actuellement de décroissance. De l'autre côté, donc, voyez-vous, il y a beaucoup de parallèles donc, je reviens à ce que j'ai dit, la technologie en tant que telle, le Bitcoin est extrêmement sécuritaire. Mais, donc, évidemment, la question de l'encadrement, si je reviens à la question qui est posée par monsieur ou madame, je ne me souviens plus. Donc, c'est ce dont, évidemment, on a discuté. Là. Il y a des premiers pas, évidemment, qui se font, mais on peut penser que c'est sur la planète actuellement, là, depuis ce qui s'est passé avec FTX, qui était la deuxième plus grosse plateforme. Je pense que ça a sonné vraiment des cloches importantes, parce qu'il n'y a pas juste monsieur et madame tout le monde qui ont perdu beaucoup d'argent, mais il y a aussi des investisseurs, de gros investisseurs privés et publics partout sur la planète. Donc, si je peux répondre sur la question aussi, là, on parlait tantôt de la transparence de la chaîne de blocs, de la traçabilité des transactions. C'est sûr que dès lors qu'on utilise cette technologie-là pour faire reposer une espèce de procédure d'audit, donc prenons pour exemple une entreprise qui baserait sa comptabilité sur la chaîne de blocs, définitivement que ça pourrait permettre d'enrayer les faux comptes et les fausses factures, parce que c'est une technologie qui est certifiée, qui est infalsifiable. Donc, définitivement qu'au niveau de l'audit, ça présente quand même
plusieurs opportunités là, pour les régulateurs. Et nos États, je regarde ici le ministère du Revenu, par exemple, commence à s'y intéresser. L'identité numérique, donc le ministère de la cybersécurité réfléchit à un projet d'identité numérique fondé aussi sur cette technologie. Donc, évidemment, l'État est conscient là, des enjeux. On avait une question dans la salle. Justement, si on revient justement à l'encadrement des plateformes, l'avis 21-327 du personnel des ACVN dit que les plateformes sur lesquelles sont négociés des cryptoactifs qui constituent des titres ou des dérivés seraient assujettis à la législation financière. Est-ce que vous pouvez donner de cryptoactifs qui pourraient justement constituer des titres ou des dérivés? Par rapport aux caractéristiques? Oui, exact. Des exemples dans la vie de tous les jours que vous pouvez voir. Parfait. Donc, donner des exemples des cryptoactifs qui pourraient être assujettis, là, qui pourraient être considérés comme des dérivés ou des titres. En fait, pour être considéré comme un titre, c'est un test jurisprudentiel en 4 temps, là, qui est le Howey test, qu'on reprend de la jurisprudence américaine, qui nécessite en fait de remettre une somme d'argent dans une entreprise commune afin qu'elle soit, qui relève en fait des efforts d'autrui et dans l'expectative d'un profit. Donc, ces 4 critères-là permettent de nous indiquer en fait qu'il y aurait un contrat d'investissement et donc un titre. Donc, ça, c'est la définition au sens large et qui est analogue à celle qui est prévue dans l'article 2 de la loi sur les valeurs mobilières. C'est sensiblement la même chose. C'est juste qu'au niveau de l'interprétation, il y a beaucoup plus de viande là, dans la jurisprudence. Au niveau d'un dérivé, c'est un cryptoactif qui serait basé sur un actif dont il dérive. Là. Avec un autre actif, par exemple, on n'a pas parlé de la tokenisation, là, mais dans la mesure où on peut, je pourrais tokeniser là, un droit de propriété sur ce crayon-là, eh bien, mon token dérive de ce crayon-là. C'est là qu'il y a la distinction entre les deux. Règle du pouce. Là, ce n'est pas une opinion juridique. Ceci n'est pas une opinion. C'est règle du pouce. Tu achètes comme consommateur des jetons sur une plateforme qui vend des jetons. La misère à voir en comment est-ce qu'on peut dire que c'est un contrat d'investissement parce que l'expectative de profit, je peux dire qu'elle est assez là fréquemment. Avec du pouce, on peut penser que. Intéressant. Parfait. Vous êtes d'accord? Oui, actuellement, on entend beaucoup parler des NFT. On va faire Un prochain. Oui. Puis, tokenisation, mais je suis assez d'accord actuellement. Je me permets de vous lire un commentaire qui est intéressant. On dit: je m'inquiète de l'accent qui est mis, l'accent qui est mis sur l'aspect sécuritaire du Bitcoin. Ce message est susceptible de donner un excès de confiance aux investisseurs. En outre, l'inscription d'une plateforme auprès du régulateur ne signifie nullement que le régulateur cautionne cette plateforme et la juge sécuritaire. Très intéressant. D'abord, peut-être qu'on s'est mal exprimé. Je pense que la technologie, la sécurité de la technologie, attention. Exactement. Donc, il y a deux choses. Il y a la monnaie en tant que telle, qui est le Bitcoin. Il y a grande fluctuation. Je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises. C'est volatile. C'est très spéculatif. Alors, selon moi, ceci n'est pas un avis. Il n'y a rien de sécuritaire là-dedans. Par contre, la technologie sur laquelle repose la monnaie, elle, est très sécuritaire. Donc, ça, merci pour ce commentaire. Ça nous permet de faire la part des choses. Pour ce qui est de l'inscription de la plateforme auprès du régulateur, c'est sûr que, comme l'émission d'action, comme tout autre, ça ne donne pas un go là, du régulateur, vous devriez investir dans le produit, c'est certain que non. Par contre, ça nous permet de voir que le régulateur a vérifié certains aspects de la plateforme, vous pouvez me corriger, et ça met en place certaines normes de conduite là, à suivre par la plateforme. Ça, ça n'a aucun lien avec les cryptos. Ça pourrait être la même chose pour les plateformes d'action en ligne. N'importe quelle plateforme de distribution de titres. Je veux dire, la plateforme est inscrite parce qu'on vérifie certaines choses en matière de conformité, en matière de sécurité pour les consommateurs, en matière de liquidité, en matière d'assurance. Mais ça, c'est la même chose que ce soit des titres, sur des actions en bourse, que ce soit des crypto-monnaies, juste que c'est un distributeur. L'argumentation est le distributeur. Donc, cette partie-là, pour moi, n'a aucun lien avec ce qui est blockchain, avec les crypto-monnaies. C'est simplement t'assurer que la personne avec qui tu fais affaire respecte les bases minimums de ce que tu peux t'attendre en tant que consommateur avec une plateforme. Actuellement, il n'y a pas de réglementation. Monsieur a tout à fait raison. Donc, on est pris
on tente évidemment de s'insérer dans ce qui existe actuellement. Mais je pense qu'on a beaucoup de précisions. Ça nous en dit long sur le fait qu'il faut éduquer les consommateurs à ce sujet-là pour bien faire la part des choses. Ça revient à une question que je vous ai posée plus tôt, mais le fait que des plateformes inscrites ne veut pas dire que le produit en tant que tel qui est distribué par la plateforme est, lui, sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers. Fait que c'est un bon défi pour notre régulateur là, et pour tous les acteurs du milieu dont nous faisons partie là, de bien présenter l'idée. Puis c'était l'idée du Midi Causerie. Puis juste pour revenir concernant la technologie, l'objectif, c'est pas de vous vendre la technologie, mais il ne faut pas non plus la démoniser. Parce que là, on a parlé de cryptoactifs aujourd'hui, mais on aurait pu parler évidemment de plein de choses. On aurait pu parler de chaîne d'approvisionnement, on aurait pu parler de transition énergétique, parce que c'est une technologie qui aura des impacts dans plusieurs secteurs de l'économie. Donc, c'est en ce sens-là où c'est important là, de ne pas tomber dans les excès, de ne pas démoniser lorsque je fais référence à la sécurité en soi là, de la technologie. Juste pour terminer, quand même, 20 secondes. 20 secondes. On parle vraiment de la sécurité de la technologie. Je suis tellement d'accord. Le problème, c'est la démonétisation, c'est que les mauvaises nouvelles qui sortent, qu'on entend, n'ont souvent absolument rien à voir avec la technologie de la chaîne de bloc. On parle de FTX, maintenant, ce qui sort par après, c'est qu'il y avait beaucoup de fraude, il y avait énormément de manque de transparence. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a peut-être une mauvaise vérification diligente qui a été faite par les investisseurs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais tu sais, nulle part la technologie de la chaîne de blocs a failli. Elle a toujours été stable. Et si c'est la valeur des cours qui a fluctué, mais ce n'est pas, encore une fois, à cause de la technologie chaîne de blocs. C'est tout simplement des marchés économiques qui ont fluctué. Est-ce qu'on parle plusieurs fois de gens qui perdent tout dans un projet parce qu'ils ont investi toute leur liquidité et là, on met ça dans l'amalgame de la crypto, c'est pas bon? C'est faux. C'est un produit financier qui a été mal distribué, donc les règles de distribution ont mal été appliquées, mais ça a déjà arrivé par le passé que ce n'était pas de la crypto. Maintenant, aujourd'hui, c'est des crypto-monnaies. Il ne faut vraiment pas tomber dans l'erreur de dire que la crypto-monnaie est mauvaise parce qu'il y a beaucoup de gens qui font frauder, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. C'est mon mot d'ordre. Excellent. Ben, parfait. Mais j'offre à Charlène peut-être une minute. Qu'est-ce qui s'en vient dans le monde des crypto-actifs? Qu'est-ce qui s'en vient dans le monde des crypto-actifs? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Ben, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il faut comprendre les forces de cette technologie qui est la blockchain, la chaîne de blocs. Je pense que c'est ce qui est important dans le futur. C'est une technologie qui est en croissance, donc qui va énormément s'améliorer. Il y a beaucoup de recherche et de développement qui s'effectuent, comme l'exemple de la chaire de recherche. Vous avez des chaires en sciences. C'est une technologie de sécurité. Je pense que c'est un élément que vous devez retenir aujourd'hui. Donc, les caractéristiques de cette technologie, la sécurité, en raison, entre autres, de la cryptographie, des mathématiques, ce n'est pas quelque chose, évidemment, qui est nouveau. L'immuabilité, on en a parlé. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement intéressant pour les chaînes d'approvisionnement, pour des registres. On a parlé des registres fonciers. L'intégrité de l'information. C'est une technologie qui va être extrêmement importante pour la preuve. Donc, on va en parler beaucoup en droit. Il va y avoir des conséquences extrêmement utiles pour nous. La transparence, autre élément, évidemment, et la confiance. Donc, c'est une technologie qui aura des impacts dans la transition énergétique. J'aurais bien aimé, souvent on associe le Bitcoin, évidemment, grande consommation énergivore, mais il y a d'autres protocoles. C'est en raison d'un consensus. Il existe d'autres consensus qui sont beaucoup moins énergivores. Donc, transition énergétique, ça, c'est un élément qui est important en matière de chaîne logistique, chaîne d'approvisionnement, dans le domaine gouvernemental. Je vais glisser quelques mots. Pourquoi on décide, évidemment, de faire le choix de cette technologie en raison des caractéristiques que je vous ai données? Ça a un impact dans je dirais presque tous les secteurs de l'économie. Donc, suivez-nous. Peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus. Donc, sur le site de la Faculté de droit, vous retrouverez facilement l'information concernant la chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs. Pour ce qui nous intéresse, les conséquences de cette technologie en lien, évidemment, avec les aspects juridiques.
Donc, ça, c'est un élément qui est important. On a, entre autres, des conférences. Oui, bien certainement. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre midi causerie. Je veux vous remercier, cher public, en personne, en ligne, d'avoir été présent pour cette première mouture là, des midi causeries du laboratoire en droit des services financiers. On veut démocratiser, vulgariser différents aspects du droit des services financiers. Vos suggestions de thèmes sont les bienvenues. Vous allez nous trouver facilement sur LinkedIn, sur Facebook, pour nous transmettre vos suggestions. Ce qu'on voulait dire en terminant, c'est que pour ceux qui ont vraiment envie d'en savoir plus sur la crypto-monnaie, bien, la charte de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs organise une conférence plus approfondie là, le 9 février prochain à 17h qui s'intitule « L'encadrement juridique des plateformes d'échange de crypto-actifs. Quelles leçons tirées de l'affaire FTX ?» dont on a parlé là, passablement aujourd'hui. Pour ceux en ligne, le lien vers la conférence a été mis en ligne, a été mis disponible dans l'outil Conversation. Alors, je termine en remerciant sincèrement les intervenants d'aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir lancé le bal de ces midi causeries. Et à vous tous, je vous dis une bonne fin de journée et au plaisir de vous voir prochainement. Merci beaucoup. Merci.